Bonsoir, bienvenue dans Backcheck. On est mardi 11 février. On avait une ronde complète, la 44e journée au programme. Il y a beaucoup de choses à dire. On est surtout en compagnie de Freddy Bobillier, de Florian Kunz, de Stéphane Rochette pour vous raconter, vous résumer cette soirée palpitante. Eh bien, tiens, on aura déjà un petit mot chacun. Freddy, pour commencer. Un petit mot sur Fribourg-Gotteron qui a joué à se faire peur après avoir mené 3-0, s'est fait remonter. Égalité en fin de temps réglementaire, des prolongations, des tirs au but, on n'en dit pas plus. Florian? Ouais, du côté du Tessin, on avait un derby ce soir. Je pense que maintenant, dans le sud, on peut commencer de se préparer pour les playoffs sur un bon rythme avec des belles séries du côté de Serge Pelletier. Par contre, dans le nord, ça commence à sentir un petit peu le roussi pour passer au-dessus de la barre. Grand match de Genève à Davos qui a largement dominé l'équipe locale, mais défaite crève-cœur 2-1, un grand gardien du côté de Davos. Lausanne qui rentre bredouille, qui n'a pas su marquer face à Zug, battu 3-0, mais l'image du jour, elle nous vient des prolongations entre Berne et Zurich. Regardez le but de la victoire marqué par Pius Suter. C'est son ami. Vous êtes d'accord, admirez le travail de Pius Suter là, qui s'est baladé littéralement dans la défense du CP Berne pour donner la victoire. D'ailleurs, tiens, c'est le premier match que l'on va vous résumer, parce qu'avant d'arriver à cette réussite victorieuse pour les Lions, il y a eu un match très intéressant que les Ours ont entamé, on va dire, de fort belle manière, puisque les hommes de Hans Kosman ont mené 1-0 grâce à Jan Murchak qui va profiter d'un travail entre Arcobello, Untersander, Freddy Bobillier, là, qui joue un petit peu à l'instinct derrière. On était surpris en direct quand on a vu le but, mais c'est payant puisque ça débloque la situation. Oui, Untersander qui est d'habitude un défenseur assez offensif, un bon finisseur, il est en bonne position là pour battre le portier zurichois. Il fait une passe en retrait alors qu'on le voit ici, il a tout le loisir d'allumer le portier lui-même et il fait cette passe en retrait. Bien, lui en a pris puisque Murchak est là, prêt à tirer directement dans la lucarne. Murchak était à l'aile droite ce soir avec Arcobello et notre ami, attendez ce que je vous dis. Tristan Chervet. Et Tristan Chervet, on a mis Ruffenhardt au centre. Ruffenhardt, on va le trouver pour le 2-0, Florian Kunz. Jeu de puissance bernois et bien, à domicile, Berne décide de faire la course en tête. Oui, c'est assez surprenant. On voit, même si on est à 5 contre 4, il a quand même tout le temps de s'avancer gentiment vers le gardien. Il trouve quand même le trou dans un angle assez fermé. Donc ça partait quand même bien pour les Bernois ce soir. Oui, mais Zurich n'est pas à prendre à la légère. Zurich qui va réduire le score peu après. On est en deuxième période. On va retrouver la ligne de parade, Stéphane. Tiens, Gareth Rowe. Pius Suter, qui d'autre finalement? Oui, la passe de Rowe, regardez, du revers, petite passe bien dosée, tir sur réception, Pius Suter qui connaît toute une saison au niveau comptable en tout cas. Il faut dire qu'il est bien servi par un Gareth Rowe, mais cette ligne-là avec Batlisberger, ils connaissent de très, très, très bons moments à Zurich. Ils font quasiment la pluie et le bout. C'est vrai qu'il y a Arcobello qui est le meilleur compteur du championnat. Il y a Hoffman aussi qui fait une superbe saison. Mais on a envie de dire que ce Pius Suter, il est peut-être le MVP de la saison régulière. Oui, il est bien accompagné. Gareth Rowe, c'est un joueur transformé. Rowe a été blessé quelques matchs. On a moins vu un petit peu Suter, mais quand même, ils font toute une saison. Et là, le tir de Praplan. Le Praplan est très, très précis. Une erreur de Batlisberger en défense qui se fait subtiliser la rondelle. Là, perte de puck, revirement. Praplan n'avait pas marqué depuis un petit moment, lui. 8 matchs sans but. Mais là, Berne mène 3-1 dans un match ô combien important. On joue toujours la barre, on le sait, Freddy, pour les Bernois. Et on va se faire surprendre. 3-2, Axel Simic, d'une jolie récupération pour son 4e but de la saison. Oui, Simic qui est en forme et il a fait des bons matchs avec Zurich avant le week-end avec l'équipe nationale. Il a marqué en équipe nationale ce week-end. Et puis là, il arrive à se faufiler entre le défenseur et le portier bernois. Il n'aurait jamais dû arriver jusque-là. Il a eu un peu de chance dans la récupération du palais avec ce puck qui était en l'air. Mais en tout cas, beau travail de finition pour Simic.
Ce qui montre aussi que Berne n'est pas encore si serein que ça, Florian Kunz. On mène de 2 buts et on se fait égaliser à la 34e. C'est clair que c'est pas le Berne des dernières saisons où tu mènes de 2 buts, tu cadenasses et puis tu sais qu'il ne va pas se passer grand-chose. Donc on voit une équipe qui doute et puis 2 buts d'avance, ça ne leur permet pas de gérer un match. Mais ça donne des idées aussi aux autres équipes. On se dit maintenant, quand on est mené de 2 buts, on peut encore y croire quand on est dans la capitale. Clairement, c'est l'aspect psychologique du hockey aujourd'hui. Cette équipe-là n'est pas en dessous de la barre pour rien. Elle connaît des problèmes. Très peu de victoires en temps réglementaire cette année. C'est une des moins bonnes équipes de notre championnat après 60 minutes, honnêtement. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Puis le choc psychologique, il n'a pas eu lieu. Là. Non. Mais souvenez-vous que Kosman, quand il a repris Zurich, ça a pris un petit moment. Hein? Ils ont connu des bons playoffs, mais tout le mois de janvier, on était ici sur le plateau. Il avait plus de temps. Il avait quasiment un mois de plus. Exactement. Là, il faut que le déclic se fasse maintenant parce s'il ne fait pas les playoffs, il va louper le bateau. Hein? Ouais, ça, c'est sûr que le CP Berne n'est peut-être pas encore en bonne position et si serein pour cela parce que la défaite, eh bien, vous le savez, va tomber dans ses prolongations. Pius Suter qui marque le but de la soirée pour donner 2 points aux ZST Lions. Mais vraiment, quel numéro, Freddy Bobillier. Oui, un joli but de Pius Suter, mais j'ai envie de dire aussi, c'est vrai que Berne ce soir se fait de nouveau remonter, mais face à Berne ce soir, il y a quand même un Zurich qui n'est pas trop maladroit dans ce championnat, avec quand même des noms comme Suter, on a vu Gareth Rowe, on a vu Baltisberger, on a des joueurs qui sont solides offensivement, qui ont de l'expérience. Et puis Zurich ne se laisse pas compter face à Berne ou face à Rapperswil. Ils ont leur train pas leur train de vie, non. Mais il y a tout qui roule dans l'huile. Il y a tout qui roule dans l'huile. Exactement. Voilà. Ça, c'est la fameuse phrase qui va vous coller au basque. Elle devait arriver. On va passer à la deuxième rencontre de cette soirée, de cette 44e journée. C'est Davos-Genève. Stéphane, tu nous disais que Genève avait vraiment eu les possibilités aujourd'hui de peut-être espérer mieux de son déplacement. 43 tirs à 20 en faveur de Genève. Et puis, en plus, on a bloqué beaucoup de tirs du côté de Davos. 17 tirs bloqués. Donc, Genève a été dominant, mais n'a pas gagné. Et pourtant, après le résumé des statistiques, c'est bien 2-0 pour Davos dans cette première demi-heure. 5e minute de jeu. Joli but de Paloucha. Il y aura encore une réussite de Young. Et après 40 minutes de jeu, Florian Kunz, Davos n'avait même tiré que 11 fois et mené 2-0. Ouais, c'est clair, 11 shoots, 2 buts. Bon, alors clairement des jolis shoots et puis des belles réussites. Maintenant, voilà, je pense que Genève a manqué le coche. Ils ont eu des occasions. On l'a dit, ils ont shooté de nombreuses fois au but. Ouais. Donc un petit peu frustrant pour les Genevois de revenir de Davos avec cette défaite-là. J'aimerais vous entendre, messieurs, sur cette action. Est-ce que Robert Mayer peut passer peut-être dans la patrouille pour un embellishment, Stéphane? Ah, sûrement. Ça va vite, mais il y a petit contact, mais pas assez pour le déstabiliser comme ça, non? Ortio, du côté de Zurich, a été amendé pour son embellishment. Et là c'est... la note est 8,5 sur 10. 8,5 sur 10. Moi, j'irais à 9. La note artistique, moi, j'irais à 9. Regardez, hop, les bras, la canne, tout ce que tu veux. Il peut presque se faire mal en tombant comme ça. Il hésite presque à se taper la tête. Bon, ça, c'était pour la petite scène qui ne va peut-être pas échapper ensuite à la patrouille, comme on l'a dit. Le 2-0 arrive derrière pour AHC Davos de Christian Volven, qui se remet bien finalement de sa défaite en coupe contre Ajoie. Victoire l'autre jour. Confirmation aujourd'hui, et c'est le défenseur Sven Young, Florian, qui met peut-être le but du confort à ce moment de la rencontre. Ouais, exactement. Ça leur permet de prendre ces 2 longueurs d'avance et puis de pouvoir peut-être un peu mieux gérer. Là aussi, il a quand même le temps de s'avancer tranquillement dans le slot, d'ajuster Mayer, et puis il le fait parfaitement. Finalement, ce qui coûte cher aux Genevois, c'est peut-être que le but, la réduction du score, va arriver à moins de 5 minutes de la fin de la rencontre. C'est Denis Smirnov, Freddy, qui marque. Joli but, jolie vision du jeu, joli coup du poignet sur une passe de Tom Ernest.
Mais après, on a tenté, on a sorti le gardien. Ma foi, c'était un petit peu trop court pour espérer au moins décrocher les prolongations. Non, c'était presque 5 minutes, je dirais. Bon, ce qui est intéressant, c'est que les 3 buts ce soir sont à peu près identiques. 3 tirs du poignet d'assez loin, avec quand même chaque fois un peu de trafic devant les portiers. Il reste quand même 5 minutes de jeu. On a déjà tiré 37, 38, 39 fois à ce moment de la partie. On va parler du momentum qui peut tourner à ce moment-là. L'égalisation, on a largement le temps, presque 5 minutes pour aller la chercher. Mais effectivement, je pense que le portier davosien a su mettre le veto aux attaquants genevois, malheureusement pour eux. Ouais, il a été élu homme du match. Florian Kunz, Joren van Pottelberg, c'est tout à fait mérité quand on n'encaisse qu'une fois sur 43 tirs adverses. Bah, c'est clair qu'on n'a pas pu voir toutes les actions, mais voilà, il a eu quand même il a l'air d'avoir eu pas mal de travail ce soir. Il ne prend qu'un but. Ça a permis à son équipe de gagner ce match. Je pense que c'est mérité pour lui de remporter ce titre-là. Petite statistique, le Corsi de possession relative dans l'ensemble du match, ça fait un total, si vous comptez les tirs cadrés, les tirs non cadrés, les tirs bloqués par Davos. Pour Genève, ça fait un total de 74 et ça fait un total de 33 pour Davos. Donc, on peut considérer que Genève a eu dans l'ensemble du match beaucoup plus de possession de rondelles, beaucoup plus de tentatives de shoot. Peut-être qu'il venait de l'extérieur. Ça ne nous donne pas la qualité des tirs, mais ça nous donne une idée de l'allure du match. Je pense que... Et n'oubliez pas que Davos a une excellente saison, mais c'est l'équipe qui gagne le plus souvent de matchs par la différence d'un but. Hein? C'est vrai. Énormément, et c'est l'équipe qui a eu les meilleures statistiques en prolongation, le meilleur taux de réussite en prolongation aussi. C'est une équipe qui s'impose souvent par une toute petite marge. Qui, à l'inverse de Berne, qui a souvent, perdu d'un but ou juste en prolongation comme ça. Mais c'est vrai que ce match de ce soir entre Davos et Genève me fait étrangement penser pour Genève Servette, leur défaite face à Lausanne, où ils ont dominé les débats au niveau des statistiques et encore plus. Et puis ils perdent. Est-ce qu'il manque d'efficacité ou de précision dans le dernier geste? Ou la loi de la moyenne, peut-être? Peut-être qu'ils ont été bien payés à certains moments de la saison. Ça faisait en début de longtemps. saison. C'est longtemps que je ne l'avais pas sorti, mais c'est vrai que sur l'ensemble de la saison, ça finit par s'équilibrer. Il y a des matchs où on a dit ici sur le plateau, Genève est bien payé, Genève a un taux de réussite, les gardiens ont fait des miracles, on a marqué sur l'ensemble de la saison, ça finit peut-être par s'équilibrer. Là. On va peut-être avoir une réaction à l'issue de cette rencontre pour avoir des explications sur la tournure qu'a pris cette rencontre. C'est le capitaine des Aigles, justement. Écoutez, Noah Rod. Noah, j'imagine que cette défaite de 2-1 doit laisser un goût amer avec 43 tirs. Vous avez tout fait sauf marquer dans ce match? Ouais, c'est clair que c'est un goût amer, mais je pense que notre jeu, voilà, on aurait pu mieux jouer, on aurait dû mieux jouer. Puis voilà, on n'est pas très content de notre match ce soir, mais on va regarder la vidéo, corriger les erreurs et puis voilà, faire un meilleur match cette fin de semaine. Ça faisait 10 jours que vous n'aviez pas joué, contrairement à Davos qui a joué dimanche. Est-ce que ça peut avoir fait une différence dans le match? Ouais, peut-être ça a fait une petite différence, mais c'est pas une excuse. Je veux dire, on est des joueurs pros. Chaque fois qu'il y a un match, on doit être prêt. Puis ce soir, on l'a pas été dès le début. Donc voilà, à nous de corriger ces choses. Merci beaucoup. On peut compter sur Genève, qui a toujours su rebondir dans l'excellente saison qu'ils font, même si le match d'aujourd'hui, selon les propos de Noah Rod, est forcément un petit peu à oublier. C'est deux équipes Cendrillon, les deux équipes qu'on n'attendait pas là, deux équipes dans le top 4 qui sont vraiment dans le haut du tableau. C'est deux équipes qu'on n'attendait pas là en début de saison, mais pas du tout. Exactement. Pas du tout. C'est deux équipes qu'on voyait lutter pour la barre, on le répète. On était aux fraises, tout le monde était aux fraises dans les prédictions. La majorité des gens étaient dans le champ au niveau des prédictions. Ces deux équipes-là nous surprennent. C'est vrai. Mais c'est peut-être ces équipes-là qui peuvent tirer des Lugano et ensuite et connaître peut-être un petit down. Aussi. Ça, on a encore le temps d'en parler. Il y avait un match studio aujourd'hui au programme. C'était le derby tessinois, le 5e du nom, avec Lugano, Ambri et Piotta. Une rencontre comme on les aime finalement. Il y a eu des buts, il y a eu des émotions, il y a eu des buts annulés, il y a eu des bagarres. Bref, on a beaucoup de choses à dire dans cette rencontre. Mais ce que l'on peut dire en premier, Florian, c'est que c'est Lugano qui a ouvert le score par Reto Souri, qui va ensuite devenir un petit peu l'homme du match. Ouais, c'est vrai que Reto Souri, on l'a passablement vu ce soir pour des bonnes choses, d'autres moins bonnes. Mais c'était important, je pense, pour les Luganais ce soir de mener au score, de tout de suite avoir la confiance de leur côté. Et puis ça a peut-être été un point clé sur cette rencontre-là. Premier tir qui se termine sur le score de 1 partout parce qu'il y a cette superbe réussite, Stéphane, de Marco Muller sur le service de Brian Flynn. Ça, c'est un revirement. Regardez, on subtilise la rondelle à Lajunen, une bonne canne là, de Flynn sur Lajunen. On récupère la rondelle. Là, tout le monde est prêt à contre-pied.
La passe est belle, le tir est superbe, regardez, pleine lucarne. C'est pas facile, hein? C'est une réception. Quand vous recevez un puck de cet angle, vous ne pouvez pas shooter sur réception, vous êtes obligé de faire un contrôle. Il n'a pas fait de dribble, il a reçu son puck, tout de suite il est ressorti. Donc techniquement, c'était très, très bien fait. Ouais. On apprécie le geste du numéro 13. Ensuite, on va au but annulé. Un but qui peut faire discuter. Stéphane, je reviens vers toi. On voit d'abord la réussite de Burglet. On verra ensuite la position de hors-jeu que les arbitres ont dû aller évaluer. Ouais, ça ne joue pas à grand-chose. Regardez, le puck n'est pas rentré. Regardez le patin en bas. Le puck n'est pas tout à fait rentré et que le patin du joueur est à l'intérieur. À mon avis, c'est une bonne décision. On regardait sous la loupe ici et puis je pense que c'est une excellente décision. Et on avait un bon angle de vue et l'arbitre était assez fier de lui sur ce coup-là. Et à quel point il était content d'annuler une arbitre. Merci la vidéo. Un geste, voilà, pour une fois, il y avait merci la vidéo, Freddy. Ah ouais, ça a des bons côtés parfois. Voilà. Lugano ne va pas en rester là, ne va pas se décomposer suite à ce but refusé. On va tourner sur le 2-1. C'est Luca Fazzini, qui a dû nous écouter en avant-match, qui n'a pas aimé de dire qu'il était un peu fantomatique, qui va inscrire son but. Il terminera avec 2 points ce soir, Freddy, cette rencontre. Ouais, gros travail sur la ligne bleue de Leffel qui récupère ce puck dans les airs. À mettre quand même au discrédit d'Ambry, c'est le dégagement d'Agostini en plein milieu de la patinoire. On ne le fait jamais. Un dégagement pour libérer sa zone dans le milieu de la patinoire. Et Ambry qui a tout le monde qui est parti vers l'avant, même les défenseurs qui ont abandonné les deux attaquants, dont Fazzini qui a mis le 3-1. Puis là, Bertaggia, un magnifique... non, c'était le 2-1 pardon, de Fazzini. Et Bertaggia, l'accélération, belle protection du puck, difficile pour Fora de revenir sur Bertaggia quand il est lancé comme ça. On a envie de reprendre les propos de notre commentateur qui a dit qu'il en a eu la moustache qui frétille. C'est pas mal dit, Florian Kohn. Il faut résumer un petit peu ce qu'on ressent quand on marque un but comme ça important dans un derby. Ouais, puis c'est vrai que lui, avec la vitesse qu'il prend, hein, on sait que c'est un joueur extrêmement rapide, donc c'est possible qu'il n'ait pas tort et puis que ça frétille un petit peu. Hein. Le gardien d'Ambry, tu n'es pas très content. Tu le connais bien, le gardien d'Ambry, toi? Ouais, j'ai vécu ça. Ouais. J'ai marqué des buts. Même quand il était petit, il faisait la même chose. Dans la rue, là, quand vous jouiez dehors, c'est la même chose. Il était c'est frustré comme ça. On a pété plusieurs cannes. Ah, exactement. On a vu le 4-1 de Reto Souri. On voit le 5-1 de Massimo Ronchetti pour son premier but avec Lugano. Lui qui a été rappelé des Ticino Rockets pour clore finalement la soirée sur une note positive pour les Bianconeri. Freddy Bobilier, victoire, on va dire, méritée de l'équipe de Serge Pelletier. Ouais, il faut être honnête, une victoire méritée pour les Luganais, même si le score 5-1 ne reflète pas tout à fait la physionomie de cette partie. Lugano a bien maîtrisé son sujet depuis le 2-1, le 3-1. Ambry n'a pas été assez tranchant, assez incisif offensivement pour espérer emporter le moindre point ce soir à Lugano. Voilà pour la rencontre entre Lugano et Ambry. On ne serait pas complet si on n'avait pas la réaction de celui qui fêtait son 100e derby ce soir. C'est bien sûr l'inévitable, l'inégalable désormais presque, Julien Vauclair. Julien Vauclair, victoire dans ce derby contre Ambry. J'imagine que cette dynamique positive est parfaite pour votre objectif d'atteindre les playoffs. Oui, bon, on sait que ça sera tiré jusqu'au bout, mais c'était vraiment important de réagir dans un derby comme ce soir, vu la très mauvaise prestation qu'on avait donnée à la Valacha dans notre dernier derby. Je pense que pour ces 2 raisons-là, c'était important pour nous de gagner les 3 points aujourd'hui. Puis sur un plan personnel, vous jouez votre 100e derby. C'est quelque chose de spécial, vous le saviez, vous l'aviez préparé d'une manière différente? Non, bon, je pense que pour moi, c'est un match comme les autres. Mais c'est vrai que ces derniers jours, les médias ont beaucoup parlé de ça. C'est vrai qu'à la fin du match, c'est quand même quelque chose de spécial. Et puis, je tiens à remercier toute l'équipe car aujourd'hui, ils ont rendu cette journée encore plus belle pour moi avec ces 3 points. Donc, vraiment, merci à l'équipe. Merci Julien et puis bonne suite. Et un grand coup de chapeau à Julien Vauclair. On ne serait pas totalement complet si on n'avait pas encore les images de la charge de Reto Souri. On a dit que c'était l'homme du match pour les bonnes choses qu'il a fait, les mauvaises. Les voici, Stéphane. Ça aurait pu lui valoir de quitter le match prématurément. Oui, écoutez, la U2 plus 10, pour moi, c'est la sanction minimum. 5 plus méconduite pour le match n'aurait pas été volé. Regardez, le joueur est face à la bande. Il va de bon cœur avec l'épaule gauche.
Il le bouscule volontiers. Le joueur est dans une position vulnérable. Il peut le contenir. Regardez, il s'agit d'y aller de bon cœur avec l'épaule gauche. Il écrase la tête contre la bande. À mon avis, cette séquence-là, tous les 2+10 sont revus de toute façon. Donc, ce sera revu. Je ne serais pas étonné de voir une sanction. Messieurs, votre avis là-dessus? C'est vrai que, comme on l'a dit pendant le match, je pense que Souris peut très bien l'accompagner. Alors oui, peut-être Neuschwander ne se protège pas suffisamment, il doit un petit peu anticiper, mais Souris ne doit pas aller aussi fort. Et puis, il va certainement être suspendu pour ça. Mais, encore une fois, là, s'il y a une suspension, c'est bien beau, mais Ambry va dire c'est sympa, la suspension, mais c'est l'équipe d'après qui va en profiter. Alors que là, il aurait dû être chassé du match. Ambry a dû avoir 5 minutes de power play au lieu de 2. Et puis Souris out du match qui a marqué 2 buts. 2 buts. Ça change la donne. C'est ça aussi, je ne sais pas à quelle mesure on ne peut pas aussi un petit peu bouger les arbitres par rapport à ces décisions-là et puis un peu les challenger pour qu'ils prennent aussi des décisions, qu'ils prennent leurs responsabilités pour donner peut-être des pénalités plus sévères. Ces 2+10, on en a trop vu. Il faudrait peut-être oser plus. Oui, surtout, encore une fois, c'est une charge. On est à 1 mètre de la bande. Oui, Neuschwander doit se protéger davantage. Mais il peut aller finir son mouvement sans céder des bras dans le haut du corps pour appuyer la tête du joueur adverse dans la bande. Et puis, par contre, c'est vrai que le deuxième but qu'il met dans la partie n'a pas vraiment d'impact, c'est le 4-1, mais il avait déjà marqué le 1-0. Mais en tout cas, c'est vrai que les 5 minutes de powerplay dont aurait pu bénéficier Ambry auraient certainement changé la donne. Tu sais qu'en NHL, Freddy, on a le droit, si les arbitres pensent que 5 minutes, ils ont le droit d'aller voir la vidéo. Je dis ça, je dis rien, mais ça aurait peut-être un petit peu le thème de la soirée, ça. On va arrêter de l'embêter. Et Colombo, est-ce qu'il va voir la vidéo, lui? Colombo, il fait tout, il relève toutes les énigmes sans vidéo. On va arrêter la vidéo. Sujet clos. Sujet clos. Bien sûr, on est à la moitié de ce back-check, mais je dois vous rappeler que juste après cette émission de débrief de cette 44e journée, on aura le documentaire en compagnie de Luca Cereda. On a eu l'autorisation de lui poser un micro pour le suivre toute une journée. Le soir d'un match, vous allez pouvoir l'écouter sur le banc, le voir dans les pauses, coacher et écouter son discours à ses joueurs. C'était un match contre Bienne. Petit teasing pour un petit peu se mettre dans l'ambiance. Ich bin der Luca Cereda, Head Coach von Ambri Piotta und jetzt in die 3. Saison als Ambri-Trainer. If we have to suffer, we suffer, but then we go. It's a matter of time, eh? Keep going here. Fucking right! Voilà, de quoi vous occuper parce que ça vaut la peine. Pour avoir vu ça, je peux vous dire que Luca Cereda, c'est déjà un personnage et en plus d'avoir ce genre d'image un peu exceptionnelle, eh bien, ça va peut-être vous faire coucher un petit peu plus tard. Allez, Bienne-Fribourg, c'était le match fou de la soirée et ça commence peut-être par une charge à discuter, celle que l'on vous montre maintenant de Samuel Walser qui écope de 2+10 minutes, Stéphane. Je la comprends pas, celle-là. Il se fait mal au poignet gauche, visiblement. Mais il y a un coup de canne, je crois. Je ne sais pas si c'est un coup de canne au départ contre la main. Là, peut-être qu'il le touche un peu contre la main. Écoutez, c'est... Bon, 2 minutes pour coup de canne, je veux bien, mais les 10 minutes, elles se justifient. Pourquoi? Charge à la bande. Non, c'est pas une charge. C'est pas une charge à la bande. Non. Comparons ce qui est comparable. On vient de voir la charge de Souris et cette charge-là qui ont la même sanction. C'était justement pour mettre le contraste, parce que là, Florian, on a l'impression que les arbitres sont complètement trompés. Ouais, c'est sévère. On voit Walser, il est arrêté, il a un adversaire qui est devant lui. Donc, oui, il y a un mouvement avec les 2 bras comme ça, mais il n'y a nullement l'intention de blesser. Et puis, alors je ne sais pas, peut-être que Walser a une force surhumaine, je ne sais pas, mais c'est aussi bizarre comme le Biennois retombe dans la bande. Je pense qu'on a réagi à la réaction du Biennois qui s'est fait mal, je pense, un poignet. Est-ce que c'est le coup de canne au départ? J'en sais rien. Toujours est-il que là, franchement, il n'y avait même pas l'ombre d'une pénalité. Donc, je pense que les arbitres, de toute façon, les arbitres... Quand ils revoient, parce que les arbitres revoient toujours leur pénalité après le match, ils regardent aussi la vidéo et tout. Je pense qu'ils vont se dire, oups, celle-là. On leur accorde le droit de se tromper. Le problème, il n'est pas là. Juste. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on se lance dans le festival de buts qu'il y a eu à la Tissot Arena. Ça commence dans un match à 2 voire 3 temps, avec des Fribourgeois. Freddy Boblier, impeccable en début de rencontre. Moins d'un quart d'heure et il y aura 3-0. Et qui donc que Daniel Brodin pour participer à la fête de tir des Dragons.
Ah, il est chaud, Brodin, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Après ces 4 buts à Lausanne, c'est lui encore qui ouvre la marque face à Bienne en powerplay. C'est bien joué, pourtant la position elle n'est pas simple. Il attaque avec son backhand. Il a vu qu'il y avait un petit espace entre les jambes d'Hiller. Il arrive à glisser ce puck. Un beau début pour Fribourg. Le premier but de Flavio Schmutz qui inscrit le 2-0. Qui lance Fribourg là, vers un début de match idéal, Florian. Bah, c'est clair qu'à 2-0 pour les Fribourgeois, on se disait que ça pouvait devenir une belle soirée. Un but où Schmutz il glisse bien le puck entre les jambes. Hein. Il ouvre les jambes à Hiller, il glisse le puck tout doucement là. Donc c'était bien joué. Il avait l'air d'un marqueur de 30 buts sur la séquence, mais c'est son premier de l'année. Ben voilà. Qu'est-ce qui fait mal à Bienne, Stéphane? C'est d'encaisser un but à 4 contre 5. Brodin sur une passe de Valzer, joli service. La passe de Valzer est magnifique. Et puis Brodin, beaucoup de sang-froid. Brodin, c'est un gars qui ratait beaucoup d'occasions. C'est un gars qui a beaucoup de tentatives de shoot durant les matchs, cadré ou pas cadré, etc. Un taux de réussite vraiment pas très bon. Et là, depuis 2 matchs, il a l'air d'Ovechkin, quoi. Donc, il a fêté ses 30 ans et tac, il y a un petit déclic qui s'est fait. Et il a signé un contrat. Les gens ont critiqué la reconduction de contrat de Brodin. Il donne tort à tous les détracteurs. C'est souvent aussi ces joueurs-là qui grattent, qui se battent pour l'équipe. Ça fait du bien quand ils peuvent produire. Et puis c'est toute l'équipe qui est contente pour ce gars-là, j'imagine. Exactement. Et puis on s'envole. Puis en attendant, Bienne, il marque un but important avant la fin de la première période. C'est dommage, c'était 3-0 pour Fribourg. Ce but leur fait du mal. Puis après, Bienne a vraiment dominé son sujet. On n'a pratiquement plus vu Fribourg-Gotteron en possession du palais. En tout cas, toute la deuxième période. Ici, le 2-3 d'Oström à 5 contre 4. Fribourg-Gotteron a beaucoup souffert dans cette deuxième période. C'est ce but, c'est ce 3-1 là, qui change peut-être le cours parce que derrière, il y a le 3-2 d'Ullström à 5 contre 4. Vienne ultra performant, va marquer ses 3 buts en supériorité numérique. Il y aura encore celui de Redgeb se tire et du coup, on se retrouve de 0-3 à 3-3, Florian. Des gros shoots, là, vraiment des beaux shoots du côté biennois. Et puis tout de suite, c'est la panique du côté fribourgeois. On se demande un petit peu ce qui se passe. Et puis on est nettement moins serein pour la fin de la partie. Du coup, il y a la deuxième pause qui arrive, Stéphane. On essaie de tranquilliser ça. On recommence la troisième période. Et c'est Bienne qui marque le 4-3, qui passe devant pour la première fois de la soirée. Un match assez croisé, un match porte ouverte ce soir. Alors, très belle séquence initiée par Moser. Complété par Kunzle. Un bel échange de rondelles. Regardez Brunner qui remet derrière à Kreis, qui chope d'abord l'équerre ou comment vous appelez ça, le poteau, barre horizontale. Et Kreis qui remet habilement une belle passe de Kreis vers Kunzle. Beaucoup de sang-froid dans ce jeu-là. Il était calme. Donc, Bienne qui reprend les devants. Mais Florian, il y a la folie fribourgeois qui se met en place. On était un petit peu scotché de voir ces 2 buts. Il y a d'abord celui de Sandro Schmidt, encore en situation spéciale, décidément beaucoup de buts, 6 en supériorité ou en infériorité ce soir. Et là, c'est le 4-4 de Sandro Schmidt. Et juste derrière, il y aura le 5-4 de Tristan Vauclair, 7 secondes après le 4-4. On se dit que 4-3, alors que tu mets le 3-0, c'est quand même un gros coup derrière la tête. Et puis, crédit quand même aux Fribourgeois, ils ont su réagir. Là, c'est un but chanceux, parce que regardez, quelques secondes, ça tourne. C'est un but chanceux, on met le puck dans l'arrondi. Il a chopé un petit décalage dans la bande. Regardez, le puck qui va revenir directement sur la palette du joueur Vauclair devant le but. Donc, des fois, il faut mieux de chanceux que bon. Mais regardez, direct sur réception, le tir est beau par contre. Il a bien réagi, Vauclair. Il a envoyé une bonne... Donc, il a tout donné. Ça tourne bien pour Fribourg. Les 2 derniers matchs, les choses tournent bien pour Fribourg-Gotteron. Mais Freddy, qui vient égaliser pour Bienne d'un superbe tir du poignet. Qui? Dites-le nous. Oui, c'est M. Fay qui vient. C'est bien cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Un but, un magnifique tir également, mais c'était un match un peu de la peur du côté de Fribourg. Bienne n'est pas forcément tellement en confiance non plus. Beaucoup de buts, quelques petites erreurs. On a craint le pire du côté fribourgeois. Bienne avait mal commencé. Finalement, ça s'est équilibré. Mais franchement, sur l'ensemble du match, Bienne aurait dû remporter l'enjeu. Fribourg-Gotteron a bien démarré, mais après, on les a pratiquement plus vus de la partie. Je n'ai pas vu les statistiques au niveau des lancers. C'était du kiff-kiff. C'était assez équivalent. Mais Fribourg a bloqué 16 tirs encore ce soir. 16 tirs bloqués par Fribourg-Gotteron. C'est ce qui a changé depuis l'arrivée de Dubé, quand même derrière le banc, où il a demandé à ses joueurs d'être un peu plus impliqués physiquement. En tout cas, sur les tirs bloqués, c'est le cas.
Du caractère et des nerfs, les Fribourgeois en ont eu finalement ce soir parce qu'ils vont s'imposer finalement dans la séance de tir au but. Un doublé de Julia Sprunger qui marque dans la 6e ronde et qui donne la victoire aux Dragons. 2 points importants, Stéphane. Mis de plus dans l'escarcelle des hommes de Christian Dubé. Tous les points sont importants rendus là parce que Fribourg vraiment doit absolument gagner ses matchs en retard parce qu'ils ont des matchs en main sur tout le monde. Et là, ils les gagnent. Ils gagnent. Donc, accumuler les victoires, c'est 5 points 2 derniers matchs. On a battu Lausanne, on bat Bienne. C'est 2 grosses victoires à Lausanne et à Bienne. Ouais. 2 grosses victoires. Là. Donc, les gars, ils réagissent bien. Opportunisme, un peu de chance peut-être, appelez ça ce que vous voulez, Brodin. Mais ils les gagnent, ils trouvent un moyen de gagner des matchs. Chapeau. Ce soir, Gunderson, 25 minutes 34 de temps de jeu. Brodin, 23-36. Il est chaud bouillant. On l'envoie sur la glace. On l'utilise. Hein? Allez, mon grand, vas-y. OK, vas-y. Le plus souvent possible. C'est comme ça. Il faut profiter du momentum. Hein. Les gars, il est chaud. On lui donne de la glace. C'est tout Chandro Schmidt qui marque encore un but ce soir. On a vu Chandro Schmidt à 4 contre 3 en prolongation. Oui, c'est juste on l'a vu sur la fin. On lui donne confiance. Ouais. Il l'a plutôt bien rendu jusqu'à maintenant. Donc, exact. Schmutz marque un but. Et Vauclair marque un but. Mais il y a l'absence de Kylian Motet annoncé blessé ce soir qui a peut-être redistribué un petit peu les cartes dans les alignements de Christian Dubé. Justement, en parlant du coach de cette équipe de Fribourg-Gotteron, je vous propose d'avoir à son tour aussi sa réaction au terme de cette rencontre gagnée au bout du fil des pénaltys du côté de Bienne. Christian Dubé, une victoire au bout du suspense après les tirs au but alors que vous meniez 3-0 après 20 minutes de jeu. Quel sentiment vous habite après cette rencontre? C'est un match de fou un peu. On a gagné le match. On a deux points très, très importants pour la course au play-off. Et puis c'est ce que je retiens. Quand ils ont marqué le 4-3, on aurait pu s'effondrer encore une fois. On ne l'a pas fait. On est revenu, on a marqué 2 goals. Donc, beaucoup de caractère dans cette équipe. Et puis, les gars, ils croient plus que jamais. Puis c'est ce qu'il faut. 8 matchs, il vous reste à jouer. Vous êtes au-dessus de la barre. L'objectif, il est là? C'est sûr que dans la position où on était il y a longtemps, oui, l'objectif, il est là. C'est certain qu'on se bat avec Berne, on se bat avec des grosses équipes. Donc, présentement, si tu es dans le top 8, je pense que tu es très content. Donc, voilà, on a encore un gros match vendredi, samedi. Et puis, on va continuer dans la même lancée. Merci beaucoup, Christian. Un petit point d'avance pour l'instant pour Fribourg-Gotteron, en effet, qui est 8e du classement devant le CP Berne. Allez, avant-dernière rencontre encore à vous parler, c'est le déplacement du Lausanne Hockey Club qui avait été battu samedi par la maison par Fribourg-Gotteron et qui se déplaçait chez le leader, donc déplacement compliqué face à une équipe de Zug et ça s'est vérifié. Florian Kohns avec le 1-0, peut-être discutable. J'ai envie de vous écouter, là, le choc de Tsender avec Tobias Stéphane. Et... Ça sur la chair, oui. Avec le but de samedi, il ne faut pas parler de ça aux fans de Lausanne, parce qu'avec le but de samedi, mais là, sur cette séquence-là, oui, le joueur de Zug bouscule Tobias Stéphane, clairement, mais il est bousculé par le défenseur de Lausanne. Donc, pour moi, si le joueur tombe tout seul, il glisse, là, ce but-là doit être annulé, mais il est bousculé par le défenseur. Votre avis, messieurs, vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est vrai que c'est difficile à juger comme ça. On n'avait pas la caméra depuis le début, mais c'est clair que je pense que celui-là, on peut quand même l'attribuer. Les arbitres n'ont pas eu tort là-dessus, je pense. Il est moins litigieux que celui de samedi. Non, il n'est pas moins litigieux parce que moi, j'aurais annulé ce but, en fait, parce qu'effectivement, c'est directement Stéphane qui est fauché. Même s'il y a une petite poussette de l'autre défenseur, du défenseur lausannois, mais pas assez marqué pour faire tomber l'attaquant Zougois. Et puis il a clairement empêché Stéphane d'accomplir son rôle de gardien. Et puis ça a changé un peu la physionomie du match. En tout cas, la confiance des attaquants lausannois s'est effritée. 2 buts en powerplay. Ce qui coûte cher aussi, c'est cette double pénalité, en effet, Stéphane. 5 contre 3, but de Grégory Hoffmann. Dans la continuité, le 5 contre 4, déviation de Bachhoffner. 2 buts en 5. Et Lausanne ne marque pas ce soir. Lausanne perd 3-0. 4e blanchissage de Giannoni. Mais je suis curieux d'entendre ton avis sur le but de... Les fans de Lausanne vont te remonter, là, si tu racontes des trucs comme ça. Bon, j'ai rien dit, moi. Tu es en train de me dire que le premier but aurait dû être refusé. Oui. On peut leur montrer, on a du temps? On peut leur montrer. En régie? En régie, on peut juste leur montrer le premier but. Parce il y a suffisamment le joueur Il y a un contact entre le défenseur lausannois et l'attaquant Zougois, mais à mon sens, pas suffisant pour vraiment le faire tomber.
Il ne le pousse en tout cas pas contre Tobias Stéphane. Il le pousse un peu, oui. Mais il le fait Il l'a quand en même bout de canne, basculer. il le touche, mais en bout de canne, il ne peut pas le pousser au point de. Il est déjà en train de tomber, l'attaquant de Zougoua. Je ne veux pas créer de polémique, mais j'ai massé ma version. Pour toi, c'est un contact accidentel dans le demi-cercle du gardien qui fait twister, qui fait tourner le gardien, finalement sur lui-même, il ne peut pas faire l'arrêt. Ah bah c'est ça, et c'est exactement ça. Si tu appelles ça un contact accidentel. Dans le demi-cercle du gardien, c'est accidentel parce que là, il tombe. Ouais, mais je ne veux pas dire volontaire, mais en tout cas, il empêche clairement Stéphane d'accomplir si c'est un contact accidentel qui est pas provoqué par le joueur à la défense, le but, si tu juges que le joueur à la défense ne fait rien, le but aurait dû être refusé. On remet la polémique ou bien? Pour moi, le but doit être refusé. Pour moi, il y a quand même une poussette de Holmes qui fait que... Mais, messieurs, vous savez quoi? On a compris que vous n'êtes pas d'accord. Et peut-être que les supporters lausannois aussi. On va quand même terminer Bachek. Vous aurez le temps d'en discuter après, de vous expliquer, de pas revenir aux mains quand même. Ah non, pas dans le genre de la maison. Mais on a encore une rencontre à mettre à l'ordre du jour. C'est Rapperswil-Langnau, un match que les Emmentalois vont alors complètement manquer et laisser la victoire aux Lakers pour tuer tout le suspense rapidement. On ne va pas vous montrer tous les buts, il y en a eu énormément. Vous pourrez les revoir sur notre page Facebook. Ça va finir 7-3. Il y a un grand homme dans ce match, c'est Andrew Roy. Il y aura aussi Kevin Clark qui aura de but 4 points pour Rose ce soir. Et Langnau, là, Florian Kohns qui loupe une très belle occasion de faire quelque chose chez la Lanterne Rouge. Ouais, Langnau, on les sent quand même un petit peu en difficulté ces derniers temps, alors qu'on est quand même dans le sprint final. Ils vont quand même prendre une grosse défaite à Rapperswil, alors que c'est aussi ces points-là qu'il faut ramener. Donc, dommage pour Langnau dans cette course au play-off. Et puis, crédit aussi à Rapi qui joue jusqu'à la fin, qui va chercher les points. Et puis, c'est vrai, il y avait 3-0, 6-1, finalement 7-2 et 7-3 avec le dernier but de cette rencontre de Harry Pessonen. Voilà ce que l'on peut dire des matchs. La stats du match, c'est pas compliqué. Rapi a joué 15 minutes 40 en supériorité numérique dans ce match-là. C'est pas compliqué. 9 fois 2 minutes du côté de Langnau. C'est énorme. Il n'y a pas de Chervenka, mais c'est vrai que le powerplay de Rapperswil est quand même... Rapi a marqué en plus à 4 contre 5. Donc voilà, donc c'était une très mauvaise soirée pour les hommes qui sont en train de s'effondrer un peu peut-être. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est qu'on a lu dans la presse que Tchatcho a signé du côté d'Ambry. Pounenovs a commencé le match, il y a 3-0 après peu de minutes de jeu. Est-ce que l'entraîneur, dans ces cas-là, normalement, ne fait pas un changement de gardien pour provoquer quelque chose? Il ne l'a pas fait. Ouais. Il a connu une mauvaise soirée, vraiment, Pounenovs. Ah ouais. Pas des jolis buts encaissés. L'autre, il vient d'annoncer qu'il a signé à Ambry. C'est ça. Bon, c'est la norme maintenant. De toute façon, les joueurs ont le droit d'annoncer. Tu changes ton gardien. Après, c'est différent aussi. Parce qu'il était sous contrat quand même avec Langnau et puis ils l'ont libéré. Donc, je pense pas. Je voudrais poser la question à Ian Sellers. Ouais. Voilà. Il est au bout du fil. Un homme de caractère. Allez, on va passer aux 3 étoiles de cette soirée. Leonardo. Et on va commencer par l'étoile de bronze, la 3e étoile de la soirée pour nous, auteur de son 4e blanchissage de la saison, Florian Kohns. Leonardo Giannoni qui retrouve des couleurs dans cette 2e partie de saison. Ah, exactement. Là aussi, à l'approche des playoffs, on le voit retrouver son niveau. Bien sûr, il peut compter sur une équipe de Zoug qui est en place, qui est organisée, mais il fait les arrêts clés et puis il arrive dans le top de sa forme pour les gros moments. Ouais, il a dégoûté Lausanne ce soir en étant parfait devant son filet. Oui, c'est clair qu'il les a dégoûtés. C'est vrai que c'était important de préciser quand même qu'il a nécessité quelques ajustements en début de saison. Le Giannoni de maintenant, c'est celui qu'on a connu à Berne en play-off et en saison régulière l'année dernière. Qu'au début de saison, on se posait quand même des questions. La 2e étoile de la soirée, elle nous vient de notre match studio. C'est celui qui n'aurait peut-être pas dû terminer la rencontre après 20 minutes de jeu, Stéphane Rochette. Qui décide des étoiles ici sur le plateau? Moi, je n'ai pas été consulté pour ça. Qui décide des étoiles? T'étais où? Il ne fallait pas aller faire une petite sieste là, pendant le 3e tiers, Stéphane. OK, d'accord. Non, mais bon, il n'aurait pas dû finir la rencontre, on l'a dit, pour lui donner la 2e étoile. Justement, c'est pour vrai, tout ça. Je pense qu'il n'aurait pas dû finir le match, mais il a quand même disputé, à part ça, un bon match. Un joueur avec Volker, c'est un joueur suisse qui revit du côté de Lugano avec le nouvel entraîneur. Vous savez,
Reto Suri comme deuxième étoile du match. On suscite la discussion, justement. Exactement. Il a diverti les gens ce soir. Voilà. Il a amené du spectacle. Et le meilleur joueur pour nous de la soirée, c'était plus facile à trouver. Je crois que même Stéphane va être d'accord. C'est le joueur étranger de Rapperswil, Andrew Rowe, qui s'est fait l'auteur de 2 buts, 2 assists. Florian Kunz, qui a mené les siens forcément vers la victoire. Ouais, exactement. 4 points. Je pense qu'il a plus que fait le travail ce soir. Un bon bilan comptable pour ses statistiques également. Voilà, Rapi, on sait qu'ils ont des bons étrangers. C'est un match qui tire, l'autre match c'est un autre. Donc, crédit aussi à cette brigade-là. C'est une équipe qui va défendre chèrement sa peau dans une éventuelle promotion-relégation, série contre la peur pour la promotion-relégation. Parce qu'ils ont des bons étrangers. On vient d'aller chercher Tom Payat. On a laissé aller Wellman, mais c'est une équipe qu'il ne faut pas prendre à la... C'est pas comme l'année passée. Hein. C'est pas la même équipe Il y a une nette progression pour Rapperswil. Ils sont redoutables en attaque. Allez, on va récapituler résultats et classements de ce championnat de National League. Le 5-1 de Lugano à la Corner Arena dans le derby face à Ambry. La victoire sèche 3-0 de Zug face à Lausanne. Zurich qui s'impose en prolongation avec le super but de Pius Suter dans la capitale. Le match fou qui tourne à l'avantage de Cottéon 6-5 après les tirs au but. Davos 2-1 face à Genève Servette. Et le score fleuve de la soirée 7-3 pour Rapperswil contre Longnon. On vient de vous le dire. Du coup, au classement, première équipe qualifiée pour les playoffs. C'est aussi une information qu'on doit vous donner. C'est l'équipe de Zug qui, sans surprise, jouera les playoffs. Genève 4e, Bienne désormais 5e. Lausanne est toujours dans la lutte, mais ne verra peut-être pas ou difficilement le top 4. Fribourg passe 8e. Lugano aussi fait un pas intéressant en direction des playoffs. Berne et Langnau, les 2 autres clubs bernois, sont sous la barre. Ambry est à 3 points, mais a peut-être pris un coup dur derrière la tête. Et Rapperswil n'est finalement pas si loin d'Ambry Piotta. On jouait également en Swiss League ce soir. Ajoie a gagné le derby de l'Arc Jurassien face à Chaux-de-Fonds 5-1. C'est bien remis apparemment de la victoire en coupe. Les Getsek Lions ont perdu à la maison face à Langenthal. Victoire de Viège qui surprend Cloton à la maison. Sierre s'est imposé en prolongation face à la Zug Academy. Les Rockets sont gagnés et Holton est aussi allé gagner du côté de Winterthur. Du coup, au classement, eh bien, on a 3 petits points d'écart entre Cloton et Ajoie. Les confrontations directes entre les deux plaident en faveur de Ajoie. Donc, on pourrait encore peut-être avoir un changement dans la dernière journée qui se jouera samedi. On aura le match Turgovie-Cloton à vous proposer, justement. Vous pourrez suivre samedi après-midi. Et sinon, eh bien, Chaux-de-Fonds 7e et Sierre qui s'assure toujours avec cette victoire en même temps que celle des Rockets. Assez de points d'avance pour voir venir ce tour de relégation. La saison est assurée. Hein? En dessous de la barre, mais pas menacé par une éventuelle relégation qui suscite beaucoup de discussions parce qu'on veut la supprimer, cette relégation, pour finir. Hein? Les clubs de Ligue nationale qui peut-être ces prochains. On va changer les règles. Si tout à coup, il y a un farm team qui est relégué, on va changer la règle tout d'un coup. Hein? Non, ça, c'est de la musique dernière. On doit encore en discuter, on doit voter tout ça si le projet est porté, bien sûr. Allez, merci beaucoup, Freddy Bobillier. Avec plaisir. Merci beaucoup, Florian Kunz. Merci à vous. Merci, Stéphane, aussi. Oui. Et je vous invite à ne pas bouger de votre canapé ou de l'endroit où vous nous suivez, puisque juste après ce back-check, là tout de suite, c'est Open Mic avec Luca Cereda. Ça va valoir la peine de regarder ce documentaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette 44e journée et très belle fin de soirée. Bye.